Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est le journal de la RPA. Merci de nous rester fidèles. Le sommaire de cette édition du 26 août 2024. L'ancien cadre du service national des renseignements, Gérard Ndaïsenga, a libéré son procès. Il avait été arrêté pour assassinat. Et le ministère de la Santé a appelé à enseigner les mères comment bien nourrir leurs enfants avec ce qu'elles peuvent trouver. Un appel lancé à la suite de l'étude de l'UNICEF montrant que plus de 50% des enfants de moins de 5 ans sont mal nourris. Et en politique, nous reviendrons sur les contributions qui sont en train d'être exigées par le parti au pouvoir. La coalition de l'opposition CEFOR Arusha réagit. Le développement de ces titres, c'est dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Le détenu Gérard Ndaïsenga est libre depuis 2 mois. Pourtant, cet ancien cadre du service national des renseignements avait été emprisonné il y a à peu près 3 ans pour assassinat. Josiane Mozaneza. Gérard Ndaïsenga est désormais retourné à son domicile situé au quartier Chatania de la province Gitega depuis le mois de juillet de cette année. Originaire de la province Kayanza, personne ne sait comment cet agent du service national des renseignements a été relâché, surtout que depuis son incarcération à la prison centrale de Mimba, plus exactement le 17 décembre 2021, il n'a jamais été condamné et n'a jamais comparu durant toute sa période de détention qui avoisine les 3 ans. L'arrestation de Gérard Ndaïsenga a été consécutive à la mort d'un membre du parti CNL nommé Augustin Matata. Ce dernier, selon les informations en possession de la RPA, avait été arrêté tout près de son domicile Sizawulinga en date du 16 novembre 2021 pour possession illégale d'armes à feu, puis conduit manu militari au cachot du service national des renseignements où il a été torturé à mort pendant plusieurs jours par le même Gérard Ndaïsenga. Augustin Matata sera par après amené à la clinique Prince Louis Guagasole en état critique et finira par rendre l'âme le 15 décembre 2021. Malgré ce crime abominable lui reproché, Gérard Ndaïsenga n'a jamais été traité comme un prisonnier. En effet, il a toujours bénéficié de certains privilèges comme le droit de sortie et cela à sa guise. À titre illustratif, ce dernier a été sorti de la prison centrale de Mimba en date du 16 juillet 2022 pour aller séjourner dans un hôpital situé au quartier Kamenge et appartenant à feu le lieutenant-général Adolphe Nshimirimana. La raison avancée serait que ce dernier était souffrant, ce qui n'était qu'un prétexte vu que cet agent du SNR a été vu à maintes reprises dans des bistrots des environs. Il va séjourner dans cet hôpital pendant près de 5 mois, puis retournera à la prison centrale de Mimba où il ne cessera de faire des va-et-vient jusqu'à sa relaxation, ce qui a surpris plus d'un, surtout que le numéro 1 burundais a réclamé haut et fort qu'il allait sévir pour décourager ces agents de l'État qui ternissent l'image du Burundi alors qu'ils n'agissent même pas pour le compte du gouvernement. C'était le 29 décembre 2021, 12 jours seulement après l'arrestation de l'agent Gérard Ndaïsenga. abahohotewe mu rwego rw'iperereza ni icyaha murabizi kandi rero nagenda abwira ijya muntu yabigize ntiyari no ku kazi. Des gens sont torturés dans les enceintes du service national des renseignements, et ça, c'est un crime. Et la personne responsable de ça n'était même pas en service. Il s'est jeté sur sa victime et l'a molesté. Les autorités l'ont alors appréhendé et traduit en justice. Nous avons tous été attristés par la mort de cette personne car, comme je vous l'ai toujours dit, même si quelqu'un a commis une infraction, il reste un être humain. C'est pour cela que je dis que la personne qui l'a torturé a commis un crime abominable et doit être punie exemplairement. Je conseille toujours aux officiers de la police judiciaire de respecter la dignité des gens pendant tout le processus d'instruction. Nous ne tolérerons jamais quelqu'un qui s'adonne à la torture de qui que ce soit. Les sources de la RPA au sein du service national des renseignements font savoir que Gérard Ndaïsenga ferait partie des proches du président Évariste Ndayishimiye, raison pour laquelle il n'a jamais été inquiété durant son incarcération, et ce malgré les crimes lui reprochés. Pour rappel, Gérard Ndaïsenga a dirigé le service national des renseignements
dans différentes provinces du pays, dont Muyinga, Mwaro, Karusi et Gitega. À Gitega, cet agent de la documentation est même allé trop loin en incendiant la prison centrale de cette capitale politique. En effet, selon les enquêtes menées par la RPA, Gérard Ndaïsenga fait partie des instigateurs de l'incendie qui a décimé des centaines de détenus de la prison centrale de Gitega le 7 décembre 2021. Les mêmes enquêtes révèlent que ce groupe aurait agi sur ordre du numéro 1 burundais, le président Évariste Ndayishimiye. Vous saurez que, entre autres crimes reprochés à l'agent Gérard Ndaïsenga, figure l'assassinat d'un membre du parti CNL nommé Innocent Barutwanayo, originaire de la commune de Matongo en province Kayanza, tué en date du 3 décembre 2021. Il est aussi responsable de la disparition de 5 autres membres du parti CNL, originaire de la commune Kiganda en province Muramvia. Il s'agit de Martin Bukuru, Sigismond Mawinimana, Arcade Nimobona, Gervais Nizigayo et Philbert Ndairagidji. Tous les 5 ont été arrêtés le 8 octobre 2020 par Gérard Ndaïsenga, alors patron du service national des renseignements en province de Ngaru, et sont sans trace depuis. Et en droit de l'homme, arrestation intempestive des agriculteurs de la localité de Mureda, secteur Kizina, en commune Gihanga de la province Bubanza. Depuis la nuit de vendredi dernier jusqu'aujourd'hui, 4 personnes ont été arrêtées. Ce sont des militaires qui mènent ces opérations d'arrestation. Ce qui étonne la population, c'est le fait que ce soit des militaires qui interviennent dans une affaire de conflit foncier et parfois même la nuit. Elvis Nyomwongere. Ils ont vraiment causé un vacarme. Maintenant où l'on vous parle, les militaires sont en train de sillonner dans le secteur. C'est la voie dans les agriculteurs du secteur Kizina en commune Gihanga de la province de Bubanza. Selon cet agriculteur, le matin de ce lundi, des militaires ont perturbé la tranquillité de la population. Il s'agissait des agriculteurs qui ont des champs dans le paysanat du secteur Kizina, un paysanat qui fait vivre des milliers de familles, mais qui fait aujourd'hui objet de conflits. Ces militaires ont réussi à arrêter un des agriculteurs. Le troisième vient d'être arrêté. Je dirais que l'on va aussi le perdre, puisque même ces 2 autres arrêtés précédemment restent introuvables. C'est lui qui l'a dénoncé s'appelle Chiza Libert. Il travaille pour le douanier et il était avec un certain Claude et accompagné de militaires. Ce sont les 2 qui montrent aux militaires les personnes à arrêter. S'il vous plaît, aidez-nous, nous avons peur. On est en train d'arrêter l'un après l'autre. 3 autres avaient été arrêtés la nuit de vendredi à samedi, les heures avancées de la nuit. Le premier a été arrêté vers minuit, le deuxième à 2 heures du matin et le troisième à 3 heures du matin. Bien que la femme de cette liste a été finalement relâchée, 2 hommes restent aujourd'hui incarcérés et personne ne sait où. Vendredi, on avait arrêté 3 autres, mais la femme qui était avec eux a vite été relâchée. Pour le moment, on garde 2 hommes, mais on commence à les accuser de port illégal d'armes. Pourtant, ils n'ont pas effectué de fouilles chez eux pour pouvoir affirmer qu'ils possèdent des armes. La population de Kizina s'étonne de cette implication des militaires dans une affaire sociale. Ils avaient saisi la police, mais les policiers ont évité de se mêler dans cette affaire puisqu'ils savent la vérité sur cette affaire. Mais à l'heure où nous sommes, ils ont saisi les militaires de Kiranda. Ils viennent et arrêtent un à un. Ils leur donnent de l'argent et ils viennent pour arrêter. Même si l'on te voit en cours de route, on t'arrête. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est étonnant de voir les militaires se mêler dans des conflits fonciers. Contacté à ce propos, le gouverneur Cléophas Nizigiyimana a indiqué qu'il connaît uniquement les 2 premiers arrêtés la nuit de vendredi. Pour lui, ces 2 se seraient chamaillés avec les militaires. Merci Elvis Nyomwongere, sécurité sans transition. La rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées la semaine écoulée et des crimes enregistrés dans 3 différentes provinces. Parmi les victimes, 2 ont été décapités.
Emmanuel Deishimi. En province de Bururi, un certain Claude Mouona, un enseignant, a été retrouvé mort sur la colline Tara, commune Songa, province de Bururi, la nuit de vendredi à samedi. La victime a été égorgée. Son corps a été retrouvé 2 semaines après sa disparition. Nos sources à Songa disent que la victime avait été attrapée par des Imbonerakure en flagrant délit d'adultère d'où il avait fui. La deuxième personne tuée la semaine écoulée est de la province de Muyinga. C'est une vieille femme du nom d'Angela Hatungimana, âgée de 83 ans. Elle a été étranglée par des inconnus à son domicile sur la colline Bwiza, zone Chumba, commune et province Muyinga. C'était mercredi dernier. Selon nos sources à Muyinga, ces malfaiteurs lui ont volé une somme de 600 000 francs qu'elle avait eue après la vente d'une petite de 7 heures. La troisième personne assassinée dernièrement est un certain Odas Ngendahayo, âgé de 52 ans. Il a été décapité lundi dernier par des Imbonerakure qui l'auraient surpris en train de voler dans un champ de bananes sur la colline Mugajo, commune Mugina, province Chibitoke. Les administratifs en commune Mugina ont donné l'ordre de passer à l'enterrement sans informer sa famille. RPA. Poursuivons ce journal avec la page politique. Montée des actes d'intolérance politique contre le parti Sawanya Frodebu en zone Ekigwena, commune et province Rumonge, dans la nuit de samedi à dimanche. Le drapeau se trouvant sur la permanence communale de ce parti a été volé. Quelques jours auparavant, le représentant de ce parti à Kigwena avait été arrêté et incarcéré et subirait actuellement de menaces de mort. Hervé Niouhié. Le drapeau du parti Frodebu en zone Kigwena a été volé la nuit de samedi à dimanche. Ce drapeau était sur la permanence zonale provisoire du parti Frodebu près du marché de Kigwena. Selon les sources à Kigwena, le matin de dimanche, les membres du parti Frodebu se sont rendus compte que le drapeau avait été volé et décidé. Le poteau qui portait ce drapeau avait été fendu en petits morceaux. Cela s'est passé malgré les efforts du gouverneur qui avait effectué une descente sur Kigwena et avait demandé à la population de cesser avec des provocations de genre intolérance politique, selon des sources sur place à Kigwena. Dans une période ne dépassant pas 2 mois, 8 drapeaux de ce parti ont été volés dans différentes localités de zone Kigwena. Cet acte avait été précédé par l'arrestation et l'incarcération de Désiré Sabira, représentant zonal de ce parti. Selon les membres de ce parti, Domekion Dadaye, le représentant zonal est aujourd'hui victime de menaces de mort. Des membres du CNDD-FDD menaceraient de l'éliminer s'il ne cessait pas de battre campagne pour le Frodebu. À propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léonard Nyonsaba, gouverneur de Lumongi. Et parlant toujours politique, le président de la coalition Sephora Arusha, Frédéric Bamvuginyumvila, estime que le parti CNDD-FDD exige ces derniers jours des contributions forcées pour identifier les non-sympathisants dans le but de les persécuter. Frédéric Bamvuginyumvila dit ne pas comprendre pourquoi le parti au pouvoir continue d'exiger ces contributions aux citoyens dont la situation de pauvreté est déjà aggravée par l'augmentation de l'impôt dans le budget annuel de l'État. Dans ce budget, il a été augmenté au niveau des recettes, même au niveau des dépenses par conséquent, le niveau de 16%. 16%, c'est beaucoup d'argent. Et il y a l'augmentation de l'impôt dans cette fourchette. Or, il est dit que, justement, l'impôt tue l'impôt. Ils savent que la population n'a pas de pouvoir d'achat aujourd'hui. C'est une population qui est frappée par la précarité et que, par conséquent, on ne peut pas maintenant demander à cette population burundaise de faire, cette fois-ci, des contributions au même moment qu'il faut absolument payer des impôts. En telle situation de l'économie d'un pays, justement, on devrait réduire les impôts pour que la population puisse un peu se sentir à l'aise. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas toujours ce message. Alors, cela signifie qu'aujourd'hui, nous allons aller aux élections, il y aura augmentation de l'impôt, mais dans l'entretemps, la population s'appauvrit davantage parce que il n'y a pas d'usine, il n'y a pas
des organisations qui puissent générer de l'argent, engager la population pour que la population ait de l'argent, pour que l'argent circule aisément dans le pays. Et on n'a pas ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien sur le plan économique qui s'entreprend pour redonner de l'espoir au peuple burundais. Mais toujours pomper les entreprises, exiger des contributions, exiger monter, augmenter l'impôt. Donc tout cela montre que au lieu de trouver des solutions, on creuse davantage au niveau des problèmes le trou qui se creuse davantage, où visiblement sur le plan économique, il va être difficile de pouvoir se redresser pour que nous ayons réellement une vie saine économiquement pour le peuple burundais. En page santé, le ministère de la Santé et de lutte contre le sida doit veiller à ce que les mères soient informées de la manière à nourrir leurs enfants avec le peu d'aliments qu'elles sont à mesure de trouver. Réaction d'un expert épidémiologiste après publication de l'étude de l'UNICEF qui prouve que 53% des enfants de moins de 5 ans présentent des signes de malnutrition. Comme Konakudze estime que le suivi de ces enfants devrait commencer à partir de leur colline natale. Alors, si on regarde bien ces causes, qu'est-ce que c'est une malnutrition? On peut dégager que pourraient être les pistes de solution ou bien de traitement. Ça veut dire les pistes reposent sur l'État, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, qui doit créer un environnement alimentaire sain pour les enfants en utilisant bien évidemment des approches qui ont fait leurs preuves, telles que l'intégration de la malnutrition comme une maladie de santé publique et faire le dépistage systématique dans la consultation des enfants au niveau de toutes les structures de soins, mais aussi au niveau communautaire, et surtout dans des zones les plus touchées, comme on vient de le voir. C'est devenu un fléau où on trouve plus de 53% des enfants dépistés de la malnutrition aiguë. Alors, il faut mobiliser la communauté en renforçant l'éducation et la nutrition, toujours en utilisant des denrées alimentaires disponibles dans le pays. Et il faut faire un dépistage systématique de la malnutrition dans toutes les structures de soins, voire même dans les villages. Cela permettra de dépister très tôt les cas de malnutrition, de les traiter à temps pour éviter les conséquences que je viens de citer. Alors, il faut mettre en place des diététiciens ou des nutritionnistes au niveau de la santé publique, surtout au niveau communautaire. Justement, ce groupe de personnes, de spécialistes, vont pouvoir dépister à temps, donner des conseils alimentaires suivant les disponibilités des denrées alimentaires dans chaque région du pays. On sait bien que les gens qui cultivent les mêmes choses et n'ont pas les mêmes denrées alimentaires, mais si on sait bien comment les utiliser, les familles pourront bien alimenter leurs enfants et éviter de tomber dans des situations de la malnutrition et vice-versa. Alors, il faut encourager les fournisseurs de denrées alimentaires à agir dans l'intérêt des enfants, en les incitant à produire des aliments sains, pratiques et abordables. Et cela veut dire le marché doit être contrôlé, quitte à ce que les enfants, les moins de 5 ans, trouvent profit sur des prix abordables et en incitant à produire et à fournir des aliments sains qui sont susceptibles de prévenir cette malnutrition. Il faut mobiliser les systèmes de soutien dans le domaine de la santé tels que l'UNICEF, le FINUAP. Le FINUAP, pourquoi? Parce que la malnutrition peut être due à la malnutrition de la mère. Et le Burundi fait toujours face à la crise du carburant. Des habitants de différentes provinces du pays qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que des conséquences de ces situations pèsent lourd sur leur vie. Ils déplorent aussi les mensonges des dirigeants du pays
quand il s'agit de parler des solutions à cette problématique de manque de carburant, d'où il demande qu'une solution pérenne soit trouvée. Écoutez plutôt ces quelques Burundais qui se sont exprimés sous les micros de la RPA. La pénurie du carburant nous laisse sans mots depuis une longue période. Ici, en province d'Ongodi, cette problématique est devenue presque chaotique. Nous demandons au président de la République de cesser de nous mentir en nous disant que le carburant va être disponible comme il l'a fait récemment. Je trouve plutôt qu'il devrait essayer de tranquilliser ces sujets qui peinent à survivre. Aussi, je pense qu'il pourrait laisser des gens se rendre dans les pays limitrophes pour s'approvisionner en carburant afin que la vie soit un peu normale comme avant. Ici à Gitega, il n'y a pas de carburant, que ce soit l'essence ou le mazout. D'ailleurs, je trouve que depuis l'annonce du président de la République, même le peu de carburant de temps en temps disponible ne l'est plus. Les prix de transport ont vite grimpé suite à cette situation. Nous demandons donc que le président vienne au secours des Burundais car la situation est critique. Nous lui demandons aussi de ne plus nous mentir parce que ça ne lui honore pas. S'il nous ment, cela nous laisse des doutes sur les propos qu'il prononce. Qu'il fasse tout le possible pour trouver un remède à cette problématique. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de carburant. On attend toujours le bateau que le président de la République a annoncé qu'il allait apporter du carburant acheté à l'extérieur du pays. Il est difficile de trouver de l'essence. Seul le mazout peut être disponible au niveau de quelques stations-service, mais aussi en petite quantité. Les citadins étaient habitués à se rendre à Nyamitanga, en province de Cibitoke, pour s'approvisionner en carburant importé frauduleusement de la RDC, mais les fraudeurs ont été malmenés, donc il n'est même plus possible d'acheter le carburant au marché noir. Je suis un habitant de la province Kayanza. Je peux vous affirmer que depuis un mois, on fait face à une grande pénurie de carburant. Des fois, tu peux en trouver au marché noir à un prix compris entre 25 000 et 30 000 francs burundais pour 1,5 litre. Suite à cette situation, les prix de transport ont aussi grimpé. Et dernier dossier de ce journal, l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM demande aux services chargés des marchés, au ministère en charge du développement et surtout à l'administration provinciale de Cibitoke de planifier et d'installer des infrastructures sanitaires au marché de Cibitoke. Selon Jean Ndouimana, le porte-parole de l'OLUCOM, les commerçants du marché de Cibitoke ne devraient pas quitter le lieu de travail pour aller chercher des sanitaires dans les environs du marché alors qu'ils payent des taxes et impôts. Au niveau de l'OLUCOM, nous avons observé que la question de propriété est une question qu'il faut prendre avec précaution parce que toutes les maladies émanent du manque de propriété. Alors, nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas de politique claire visant à la propriété dans tout le pays. Nous faisons allusion pour le moment au manque de infrastructures sanitaires dans la province. Au marché de Lugombo, il y avait une infrastructure sanitaire qui était, mais aujourd'hui, qui n'est plus fonctionnelle. D'où les commerçants quittent le lieu de travail pour aller dans les environs pour chercher les sanitaires. Donc c'est un problème sérieux parce que les commerçants payent des taxes pour ça. Normalement, les taxes que nous payons doivent revenir chez nous. Ça doit revenir à nos préoccupations, c'est-à-dire construire des maisons sanitaires, construire des toilettes. Nous, au niveau de l'OLUCOM, nous avons trouvé que seules les infrastructures sanitaires pourront aider à pouvoir faire face aux maladies liées au manque d'hygiène. C'est ça ce qu'il faudrait planifier pour lutter contre les fléaux multiples que nous connaissons
liées à l'hygiène. Et voilà, c'est sur cette voix de Jean Douimana, le porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Excellent moment chez vous.